La tasse de thé glisse entre les doigts de Jade et se fracasse sur le parquet de son bureau lyonnais. L'écran de l'ordinateur affiche encore ces mots qui viennent de lui transpercer le cœur. J'ai bloqué ma sœur toxique. Notre famille respire enfin sans elle. Camille, sa petite sœur, celle qu'elle avait protégée des cauchemars pendant des années. Les notifications continuent d'affluer. 847. J'aime en 3 heures. Chaque nom qui apparaît est un coup de couteau supplémentaire. Cousin Marcel, tante Sylvie, même Madame Roussel, leur ancienne voisine qui lui donnait des bonbons quand elle était petite. Tous approuvent sa mise au banc public. Enfin quelqu'un qui dit les choses, commente leur cousin. Ta sœur a toujours été jalouse de toi, Camille. Jade ferme les yeux. Les images remontent comme une marée noire. Les obsèques de grand-mère Marie, il y a 2 ans. Camille pointant un doigt accusateur devant toute la famille réunie dans le salon de leurs parents. Tu n'as jamais aimé personne d'autre que toi-même. Même à l'enterrement de grand-mère, tu penses à ton travail. Le silence pesant qui avait suivi. Le regard déçu de leur père. L'absence de protestation de leur mère. Jade était repartie à Lyon le soir même, le cœur en miettes, jurant de ne plus jamais remettre les pieds dans cette maison. Depuis ce jour, plus un mot, plus un appel. Et maintenant, cette humiliation publique. Jade essuie une larme qui refuse de tomber et observe son reflet dans la fenêtre qui donne sur la presqu'île. À 35 ans, elle dirige l'une des agences de conseil les plus respectées de la région. 15 ans qu'elle a trimé pour en arriver là. 15 ans à prouver sa valeur pendant que Camille collectionnait les mensonges et les échecs. Sa main tremble quand elle saisit son téléphone. Dans son répertoire, un nom qu'elle n'a pas composé depuis longtemps, Marc Leroy, directeur général de Lumière Cosmétique. Un ancien camarade d'école de commerce qui lui doit sa carrière. Elle connaît le numéro par cœur. Sa voix, quand elle parle, est d'un calme terrifiant. Marc ? C'est Jade. Il faut qu'on parle. Jade, quelle surprise! La voix de Marc Leroy trahit un mélange de joie et d'inquiétude. Il connaît cette intonation glaciale. 15 ans d'amitié lui ont appris à déchiffrer les humeurs de Jade Martineau. Marc, j'espère que je ne te dérange pas. Elle contemple Lyon qui s'étend sous ses fenêtres, chaque lumière représentant une vie qu'elle pourrait influencer d'un simple appel. J'ai un problème avec votre nouvel employé. Un silence. Marc sent le piège se refermer sans encore le voir. Camille Martineau, votre responsable communication. Ah, ta sœur. Elle fait du très bon travail, tu sais. Brillante présentation hier en... Marc. La voix de Jade se fait coupante comme un scalpel. Sais-tu ce que représente mon agence pour Lumière Cosmétique? Marc déglutit. Il connaît ses chiffres par cœur. 2,8 millions d'euros de contrats annuels. 40% de son chiffre d'affaires. Sans JM Conseil, sa boîte coule en 6 mois. Jade, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Elle ouvre le dossier qu'elle a constitué depuis des mois sur sa sœur. Photos de profils de réseaux sociaux, capture d'écran de curriculum, témoignages de collègues. Une enquête minutieuse, méthodique, implacable. Ta nouvelle recrue a menti sur ses compétences. Formation en marketing digital? Jamais suivie. Expérience chez Publicis? 6 mois, pas 2 ans. Maîtrise de l'anglais? À peine niveau lycée. Chaque phrase tombe comme un coup près. Si ces informations remontent à vos clients, imagine l'impact sur votre réputation. Marc sent la sueur perler sur son front. Il repense aux dernières campagnes supervisées par Camille. Effectivement, quelques maladresses qu'il avait mises sur le compte du stress de la nouveauté. Tu en es certaine? J'ai les preuves, Marc. Tout est vérifiable. La question est, que fais-tu maintenant que tu sais? Le sous-entendu est limpide. Marc a gravi les échelons grâce au conseil de Jade, au contrat qu'elle lui a apporté, aux portes qu'elle lui a ouvertes. Il lui doit tout. Et elle le lui rappelle sans jamais prononcer le mot chantage. Je vais enquêter immédiatement. Parfait. Je compte sur ta diligence habituelle. Marc raccroche, les mains tremblantes. Dans son bureau parisien de la rue de Rivoli, il fixe le téléphone comme s'il venait de signer un pacte avec le diable. Puis il compose le numéro des ressources humaines. Convoque Camille Martineau dans mon bureau. Immédiatement. 28 minutes plus tard exactement, Camille ressort de l'immeuble, ses affaires personnelles dans un carton, les joues ruisselantes de larmes. Elle ne comprend pas. Tout se passait si bien.
Dans son bureau lyonnais, Jade regarde l'heure sur son ordinateur, 16h47. Elle note mentalement 30 minutes pour détruire une carrière, plus efficace qu'elle ne l'avait imaginé. Son téléphone vibre. Un message de Marc. C'est fait. J'espère que tu sais ce que tu fais. Jade sourit pour la première fois depuis des heures. Un sourire sans joie, froid comme l'acier. Elle sait exactement ce qu'elle fait, et ce n'est que le commencement. Chapitre 3. L'effondrement. Quand tout s'écroule. Le carton glisse des mains de Camille et s'écrase sur le trottoir parisien. Ses affaires se répandent sur l'asphalte humide. Cadre photo de famille, mug publicitaire, petit cactus qu'elle avait surnommé « Courage ». Toute sa vie professionnelle étalée dans le caniveau. Les passants l'évitent, gênés par cette femme de 32 ans qui sanglote sans retenue devant l'immeuble de bureau. Camille ne les voit même pas. Dans sa tête, les mots de Marc Leroy tournent en boucle. Fausse déclaration lors de l'embauche. Nous ne pouvons pas nous permettre ce risque. Elle titube jusqu'au métro, serre son carton détrempé contre sa poitrine comme un bouclier dérisoire. Dans le RER qui la ramène vers Belleville, elle compose machinalement le numéro de Toulouse. « Maman ?» Sa voix se brise dès le premier mot. « Camille ? Ma chérie, qu'est-ce qui se passe ?» Micheline Martineau reconnaît immédiatement l'intonation. Combien de fois a-t-elle consolé sa fille Benjamine au téléphone ? Combien de crises, de drames, de catastrophes injustes qui s'abattaient toujours sur sa pauvre Camille. « Ils m'ont virée, maman. Je ne comprends pas, tout allait bien. Le directeur m'a dit que j'avais menti sur mon curriculum, mais ce n'est pas vrai. Enfin, pas vraiment. » L'aveu s'échappe entre deux hoquets. Juste quelques détails arrangés, tu comprends ? Tout le monde fait ça. Le silence qui suit est pesant. Micheline ferme les yeux dans sa cuisine toulousaine, fatiguée soudain. À 63 ans, elle en a assez de ces justifications permanentes, de cette fille qui ne grandit jamais, qui transforme chaque erreur en injustice du monde entier. « Camille, ma chérie, la voix maternelle a perdu de sa chaleur habituelle. Il faut que tu apprennes à assumer tes responsabilités. Si tu as menti, tu ne me crois pas non plus ? L'accusation jaillit, venimeuse. Personne ne me soutient jamais dans cette famille, même toi, ma propre mère. Ce n'est pas une question de soutien, Camille, c'est une question de vérité. » Le raccrochage claque comme une gifle. Pour la première fois de sa vie, Camille vient de perdre l'appui inconditionnel de sa mère. Elle reste figée dans le RER, le téléphone à la main, réalisant l'ampleur de son isolement. Dans son studio de Belleville, elle s'effondre sur son canapé Ikea défoncé. L'appartement sent le renfermer et la solitude. 40 mètres carrés de médiocrité qui reflètent sa vie. Brillante en surface, vide au fond. Elle allume son ordinateur d'une main tremblante et ouvre son profil professionnel. 4 emplois en 5 ans. 4 départs difficiles. Elle avait toujours trouvé des excuses. Patron sexiste, ambiance toxique, collègues jaloux. Mais aujourd'hui, face à l'écran, elle ne peut plus se mentir. Le problème, c'est elle. Cette prise de conscience la frappe comme un uppercut. Elle repense à ses années d'université, aux examens passés grâce aux notes d'amies plus studieuses, à ses premiers emplois sabotés par sa tendance à enjoliver la réalité, à ses relations amoureuses détruites par ses mensonges permanents, à Jade, sa sœur qu'elle a toujours jalousée, méprisée, rabaissée. Jade la brillante, Jade l'intègre, Jade qui réussissait tout ce qu'elle touchait sans jamais tricher. Son téléphone vibre. Un message de son ex-petit ami Thomas. « J'ai vu ton post sur ta sœur. Tu crois pas que tu vas trop loin ?» Même lui, même Thomas qui l'avait quittée en la traitant de mythomane compulsive, prend la défense de Jade. Camille fixe le plafond fissuré de son studio. Pour la première fois depuis des années, elle se pose la vraie question. Et si tout le monde avait raison ? Et si elle était vraiment le problème ? Cette nuit-là, elle ne dort pas. Elle reste allongée dans l'obscurité, à écouter les sirènes de Paris et à sentir sa vie se déliter comme un château de cartes. À Lyon, dans son appartement haussmannien du 6e arrondissement, Jade contemple la Saône qui scintille sous les réverbères. Elle n'arrive pas à dormir non plus, mais pour d'autres raisons. Une sensation étrange l'habite, mélange de satisfaction et de vide. Sa vengeance a fonctionné au-delà de ses espérances. Mais maintenant qu'elle a goûté au sang, elle en veut plus.
Son carnet d'adresses recèle tant de contacts influents, tant de leviers à actionner. Elle sourit dans l'obscurité. Camille va découvrir ce que signifie vraiment être seule au monde. 3 semaines se sont écoulées depuis le licenciement. Camille a usé ses dernières économies en frais de transport pour courir d'entretien en entretien à travers Paris. Chaque fois, la même mascarade. Sourire chaleureux, questions bienveillantes, puis le silence radio qui suit. Ce matin-là, assise dans le hall d'attente d'une agence de publicité des Champs-Élysées, elle observe les autres candidats. Tous plus jeunes, plus brillants, plus sûrs d'eux. Elle se sent comme un fruit trop mûr qu'on examine avant de rejeter. « Madame Martineau ?» L'assistante de direction lui adresse un sourire commercial. « Monsieur Dufresne va vous recevoir. » Pierre Dufresne, la quarantaine sportive, l'accueille avec une cordialité qui semble sincère. L'entretien se déroule à merveille. Camille retrouve temporairement sa superbe, évoque ses expériences enrichissantes, ses challenges relevés avec brio. Elle sent qu'elle tient le bon bout. « Parfait, Madame Martineau. Nous vous recontacterons très rapidement. » 2 jours plus tard, l'email tombe. Après mûre réflexion, nous avons décidé de nous orienter vers un autre profil. Camille fixe l'écran, incrédule. C'était dans la poche. Elle en était certaine. Ce qu'elle ignore, c'est qu'entre-temps, Pierre Dufresne a déjeuné au Café de Flore avec Sophie Mercier, directrice artistique chez JM Conseil et ancienne camarade de promotion de Jade. Une rencontre qui n'avait rien de fortuit. « Sophie, quel plaisir de te voir !» Jade avait orchestré cette coïncidence avec un art consommé. Tu ne devineras jamais qui cherche du travail en ce moment. Le déjeuner avait duré 2 heures. Sophie, conquise par la sincérité apparente de Jade, avait promis de faire passer le mot dans son réseau. Le soir même, elle appelait Pierre Dufresne, son ancien client devenu ami. « Pierre, j'ai quelque chose de délicat à te dire. Tu connais Camille Martineau ? Sa propre sœur m'a confié qu'elle traversait une période difficile. Problèmes psychologiques, tendance à la mythomanie. Tu comprends ? C'est très douloureux pour la famille. » Pierre avait raccroché, troublé. Il aimait Jade Martineau, cette consultante brillante qui avait sauvé plusieurs de ses campagnes. Si elle s'inquiétait pour sa sœur au point de prévenir discrètement les employeurs potentiels. Paris est si petit quand on évolue dans les mêmes milieux. Chez elle, Camille enchaîne les candidatures en ligne, multipliant les lettres de motivation personnalisées. Elle ne comprend pas cette série noire qui s'abat sur elle. Pourtant, les premiers contacts sont toujours encourageants. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que chaque CV qu'elle envoie déclenche une machine bien huilée. Jade a tissé sa toile avec une patience d'araignée. Un appel ici à Laurent Dubois, directeur des ressources humaines chez Havas. Un SMS là à Amélie Fournier, responsable recrutement chez Publicis. Un déjeuner avec Caroline Petit, chasseuse de tête réputée. Toujours la même musique, jouée avec des variations subtiles. L'inquiétude fraternelle, les confidences douloureuses, l'expertise professionnelle qui donne du poids aux mots. Jamais d'accusation directe, jamais de médisance grossière. Juste des doutes glissés avec une élégance consommée. Tu sais, Caroline, ma sœur a toujours eu des difficultés relationnelles. C'est douloureux à dire, mais elle a cette tendance à, réinventer la réalité. Nos parents ont tout essayé. Psychologue, thérapie, mais cette propension au mensonge, Jade maîtrise l'art de la suggestion à la perfection. Elle sait exactement quels mots employer, quel ton adopter. Elle plante ses graines de doute dans les esprits les plus influents du milieu, puis laisse la rumeur faire son travail de sape. Le résultat ne se fait pas attendre. En 15 jours, Camille devient persona non grata dans tout Paris. Son nom circule dans les couloirs avec une réputation de candidate à problème. Personne ne veut prendre de risques. Désespérée, Camille finit par engager Maître Vincent Rousseau, un avocat spécialisé en droit du travail, avec ses dernières économies. L'homme, la soixantaine distinguée, l'écoute avec attention dans son cabinet du 7e arrondissement. « Le licenciement de Lumière Cosmétiques était-il justifié ?» demande-t-elle, accrochée à un espoir de recours. Maître Rousseau consulte le dossier qu'elle lui a apporté. Son visage se ferme progressivement. « Madame Martineau, je dois être franc avec vous. Les accusations portées contre vous sont fondées. Votre curriculum contenait effectivement des inexactitudes importantes.
Juridiquement, votre employeur était en droit de rompre votre contrat. Mais qui a fourni ces informations? Je veux le savoir. L'avocat hésite, puis reprend. D'après mes sources, les renseignements proviennent du milieu des anciens étudiants d'une grande école de commerce. Un réseau très soudé, très influent. Camille sent le sol se dérober sous ses pieds. Un réseau d'anciens élèves. Elle connaît quelqu'un dans ce milieu. Quelqu'un qu'elle a toujours sous-estimé. Ce soir-là, seule dans son studio, elle tape le nom de sa sœur dans le moteur de recherche professionnel. Ce qu'elle découvre la laisse sans voix. Jade Martineau, diplômée de l'école de commerce de Lyon, directrice générale de JM Conseil, membre active de plusieurs associations d'anciens élèves. Pour la première fois, Camille réalise l'ampleur du pouvoir qu'a acquis sa sœur. Et pour la première fois, elle a peur. La plaque dorée brille sous les néons du hall d'accueil. Jade Martineau, directrice générale, JM Conseil. Camille reste figée devant ces mots qui bouleversent 15 ans de certitude. Sa sœur discrète, sa sœur qu'elle a toujours considérée comme une ratée, dirige l'une des agences les plus respectées de Paris. L'ascenseur qui l'amène au 8e étage semble durer une éternité. Chaque étage qui défile révèle l'ampleur de son aveuglement. Comment a-t-elle pu ignorer la réussite de Jade pendant toutes ces années? « Madame Martineau vous attend », annonce l'assistante avec un sourire professionnel. Le bureau où elle la conduit respire le succès. Vue imprenable sur les Champs-Élysées, mobilier design, murs tapissés de récompenses professionnelles. Quand Jade entre enfin, Camille a l'impression de voir une étrangère. Tailleur sur mesure, coiffure impeccable, assurance tranquille. Cette femme élégante n'a plus rien de la petite sœur effacée de ses souvenirs. « Bonjour Camille, cela faisait longtemps. » La voix est douce, presque chaleureuse. Mais les yeux sont de glace polaire. « C'est toi ?» Les mots jaillissent, accusateurs, désespérés. « Tu as détruit ma carrière. Tu as empoisonné tout le monde contre moi. » Jade s'installe tranquillement derrière son bureau, joint ses mains avec une sérénité troublante. « J'ai simplement dit la vérité sur tes mensonges, Camille. Rien de plus, rien de moins. » La vérité? Camille bondit, tremblante de rage. « Tu appelles ça la vérité? Salir ma réputation? Me faire blacklister de partout? Tu as menti sur ton curriculum. C'est un fait. » Jade se lève, marche vers la baie vitrée. « Tu as triché toute ta vie, et aujourd'hui tu découvres les conséquences. Où est le problème? Mais pourquoi? Pourquoi me faire ça? » Jade se retourne lentement. Pour la première fois, son masque de politesse se fissure, laissant transparaître une colère froide, accumulée depuis des années. « Tu veux savoir pourquoi? » Sa voix se fait plus dure. « Tu as écrit que notre famille respirait mieux sans moi. Tu m'as humilié publiquement devant tous nos proches. Tu as obtenu l'approbation de cousins, d'amis, même de notre ancienne voisine. » Elle s'approche de Camille, qui recule instinctivement. « Sais-tu ce que j'ai ressenti en lisant ces mots? Sais-tu ce que ça fait de découvrir que sa propre famille vous considère comme toxique? Je ne pensais pas que tu verrais ça. Bien sûr que non. Tu ne penses jamais aux conséquences de tes actes. » Jade retourne vers la fenêtre, contemple Paris qui s'étend à ses pieds. « Tu sais, Camille, j'ai mis 15 ans à construire tout cela. 15 ans à prouver ma valeur, à bâtir ma réputation, à tisser mon réseau. Pendant que tu récoltais les lauriers avec tes petits mensonges. » Camille sent les larmes monter. Cette femme face à elle ne ressemble plus à sa sœur. C'est une inconnue, puissante et implacable. « Qu'est-ce que tu veux? Que je supplie? Que je m'excuse ?» Jade se retourne, un sourire sans chaleur aux lèvres. « Je ne veux rien, Camille. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. » Elle désigne d'un geste large son bureau, ses récompenses, la vue sur Paris. « Aujourd'hui, c'est moi qui tiens les ficelles. Moi qui décide qui réussit ou qui échoue dans cette ville. » Camille se dirige vers la porte, les jambes flageolantes. Elle a compris qu'aucune négociation n'est possible. Sa sœur n'est plus humaine. Elle est devenue une force implacable. « Ah, et Camille ?» Elle s'arrête sur le seuil, n'osant pas se retourner. Ce n'était que le commencement. La porte se referme avec un claquement définitif. Dans l'ascenseur qui la ramène vers sa médiocrité, Camille réalise enfin l'ampleur du cauchemar qui l'attend. Elle a déclaré la guerre à un adversaire dont elle ignorait tout de la puissance. Maintenant, elle va payer le prix fort.
Camille sort de l'immeuble comme une furie, le cœur battant la chamade. Dans le métro qui la ramène vers Belleville, une seule pensée l'obsède. Contre-attaquer. Jade croit la tenir, elle va déchanter. Dès le lendemain, elle lance sa propre enquête. Elle contacte d'anciens camarades d'université de sa sœur, fouille les réseaux sociaux, cherche la faille qui fera s'écrouler cette façade parfaite. Il doit bien y avoir quelque chose, une histoire d'amour qui a mal tourné, un client mécontent, un scandale étouffé. Jade Martineau ? Oh, elle était brillante à l'époque, lui confie au téléphone Nathalie, une ancienne de promotion. Toujours la première, mais un peu froide, tu vois, pas très sociale. Froide comment ? Insiste Camille. Eh bien, elle ne sortait jamais avec nous, toujours plongée dans ses livres. Certains disaient qu'elle était bizarre, qu'elle calculait tout. Bingo. Camille sent qu'elle tient quelque chose. Elle multiplie les appels, collecte les témoignages, reconstitue l'image d'une femme obsédée par la réussite, prête à tout pour arriver à ses fins. Mais ce qu'elle ignore, c'est que chaque contact qu'elle établit remonte jusqu'à Jade. Paris est une toile d'araignée, où chaque fil vibre au moindre mouvement. « Ta sœur me cherche des ennuis », confie Nathalie à Jade lors d'un déjeuner improvisé. Elle pose des questions bizarres sur toi. J'ai eu l'impression qu'elle voulait me faire dire du mal. Jade hoche la tête, faussement attristée. Ma pauvre Camille traverse une période très difficile. Sa dépression la rend paranoïaque. Elle s'imagine que tout le monde lui en veut. La riposte de Jade est d'une élégance redoutable. Elle organise un dîner, entre filles, dans un restaurant huppé de Saint-Germain. 5 femmes influentes du milieu parisien, toutes dirigeantes ou créatrices d'entreprises. L'atmosphère est détendue. Les conversations fusent autour d'un excellent champagne. Au fait, glisse Jade avec un soupir, j'ai un service à vous demander. Ma sœur, vous savez, celle dont je vous ai parlé, elle traverse une crise psychologique assez grave. Les visages se ferment, attentifs. Elle harcèle mes anciens camarades, invente des histoires sur moi. Son psychiatre dit que c'est classique dans ce type de pathologie. Transfert, projection. Jade laisse sa phrase en suspens, l'air accablé. Ma pauvre chérie, compatit Sylvie, directrice d'une galerie d'art. C'est terrible ces maladies familiales. Le problème, c'est qu'elle risque de vous contacter vous aussi. Si cela arrive, je vous en prie, ne l'encouragez pas dans ses délires, pour son bien. Le message passe. En une soirée, Jade vient de vaccination tout son réseau contre les tentatives de Camille. Mais le coup de grâce vient quelques jours plus tard. Camille découvre qu'elle a été exclue du groupe professionnel féminin Femmes de Paris, un cercle influent qu'elle avait rejoint l'année précédente. L'email est laconique. Suite à des signalements concernant votre comportement, nous nous voyons contraintes de suspendre votre adhésion. Camille appelle immédiatement la présidente. Madame Moreau, c'est Camille Martineau. Je ne comprends pas votre email. Écoutez, mademoiselle, nous avons reçu plusieurs témoignages vous concernant. Apparemment, vous mèneriez une campagne de dénigrement contre votre propre sœur. Ce genre de comportement ne correspond pas à nos valeurs. Mais c'est faux, c'est elle qui... Je ne souhaite pas entrer dans vos querelles familiales. Notre décision est prise. Raccrochage brutal. Camille reste pétrifiée, le téléphone à la main. En quelques semaines, elle a perdu son travail, ses contacts, ses soutiens. Même ses tentatives de défense se retournent contre elle. Dans son studio de Belleville, elle regarde ses économies fondre, ses relations s'évaporer, ses espoirs s'écrouler. Pour la première fois, elle mesure vraiment le génie machiavélique de sa sœur. Jade n'a jamais menti. Elle n'a jamais diffamé. Elle s'est contentée de dire la vérité sur les mensonges de Camille, puis de glisser quelques inquiétudes fraternelles dans les bonnes oreilles. Le reste s'est fait tout seul. Cette nuit-là, recroquevillée sur son canapé, Camille comprend enfin ce que signifie être véritablement seule au monde. Et elle commence à entrevoir l'abîme qui s'ouvre devant elle. Toulouse, 20 ans plus tôt. La maison familiale sentait la lavande et les rêves brisés. Jade, 18 ans, dévale l'escalier en brandissant une enveloppe comme un trophée. Ses cheveux châtains volent derrière elle, son visage rayonne d'une joie pure qu'elle n'aura plus jamais. « Maman, papa, j'ai réussi !» Dans la cuisine,
Micheline Martineau lève les yeux de sa confiture d'abricot. François abandonne son journal. Leur fille aînée, leur petite lumière studieuse, vient de décrocher l'impossible. Une place en classe préparatoire à Henri IV, avec bourse d'excellence. « Ma chérie, c'est merveilleux !» Micheline la serre dans ses bras, émue aux larmes. « Ils ne prennent que 20 boursiers par an dans toute la France, » allait Jade. « Je vais enfin pouvoir faire de grandes études. » François rayonne de fierté. Sa fille va intégrer la voie royale, celle qui mène aux meilleures écoles de commerce du pays. Adieu la médiocrité. Bonjour l'avenir radieux. Mais dans l'embrasure de la porte, une silhouette observe la scène. Camille, 15 ans, les poings serrés, le cœur rongé par une jalousie dévorante. Encore une fois, sa sœur brillante vole la vedette. Encore une fois, elle n'existe plus. Ce soir-là, toute la famille célèbre. Appel aux grands-parents, aux oncles, aux amis. Jade plane sur un nuage, évoque déjà ses futures études, sa carrière, sa vie parisienne. Elle doit renvoyer sa confirmation d'inscription avant la fin du mois. Camille se tait, sourit de façade, ronge son frein. Dans sa chambre d'adolescente tapissée de posters de stars, elle fixe le plafond en imaginant l'année qui l'attend. Encore 12 mois à être la petite sœur de Jade, celle qui ne brille jamais, qui déçoit toujours. La lettre de confirmation trône sur le bureau de Jade. Camille la voit chaque matin en passant devant sa chambre. Ce rectangle blanc devient une obsession, un symbole de tout ce qu'elle ne sera jamais. La tentation grandit jour après jour. Et puis, une nuit de juillet, alors que toute la maison dort, Camille se glisse dans la chambre de sa sœur. Ses mains tremblent quand elle s'empare de l'enveloppe. Dans sa propre chambre, elle déchire méthodiquement la lettre en 1000 morceaux. Chaque fragment qui tombe lui arrache un sanglot de rage et de culpabilité. Puis elle jette les débris dans la cheminée éteinte et les regarde se consumer sous l'effet d'une allumette. Les semaines passent. Jade attend anxieusement une réponse de l'école. Elle appelle, s'inquiète, ne comprend pas. « Mademoiselle Martineau, nous n'avons jamais reçu votre confirmation. Votre place a été attribuée à un candidat sur liste d'attente. Désolée. » L'effondrement est terrible. Jade pleure pendant des jours, accuse la poste, parle de complot. Ses parents, désemparés, tentent de la consoler. Elle finit par s'inscrire à l'université de commerce de Toulouse, la mort dans l'âme. Camille assiste au naufrage de sa sœur, avec un mélange de satisfaction et d'horreur. Elle a gagné. Jade ne partira pas, ne brillera pas, ne la surpassera pas. Mais le goût de la victoire est amer comme du poison. Pendant des années, elle garde le secret. Jade se reconstruit lentement, travaille 2 fois plus dur que les autres, compense son échec initial par un acharnement féroce. Elle devient brillante par nécessité, impitoyable par dépit. Ce n'est qu'à 25 ans, en vidant sa chambre d'adolescente, que Jade découvre la vérité. Dans un vieux carnet de Camille, elle trouve quelques fragments de sa lettre, conservés comme des trophées morbides. Ce jour-là, quelque chose meurt définitivement en Jade. Pas seulement l'amour fraternel, mais sa capacité à faire confiance, à pardonner, à croire en la bonté humaine. Elle range les morceaux de papier dans une enveloppe qu'elle garde précieusement. Une preuve, une dette à réclamer. Elle a attendu 10 ans avant de passer à l'acte. 10 ans à se construire, à devenir puissante, à fourbir ses armes. 10 ans de patience pour que sa vengeance soit parfaite. Aujourd'hui, dans son bureau parisien, Jade contemple cette enveloppe jaunie. Les fragments de sa lettre, témoins muets d'un rêve assassiné par jalousie. « Tu as détruit mon avenir », murmure-t-elle au morceau de papier. « Maintenant, je détruis le tien. Justice est faite. Enfin. » 6 mois après leur confrontation, Camille n'existe plus. Elle vit encore, techniquement, se lève le matin, mange un peu, regarde la télé. Mais l'étincelle s'est éteinte. Ses économies épuisées, elle a dû quitter son studio parisien pour revenir chez ses parents à Toulouse. Sa chambre d'adolescente n'a pas changé. Même mur rose pâle, même papier peint à fleurs, même rideau fané. À 32 ans, elle dort dans un lit, une place entourée de ses peluches d'enfance. Micheline observe sa fille avec inquiétude. Camille passe ses journées en pyjama, ne sort plus, évite les regards. Quand le téléphone sonne, elle sursaute comme si on la frappait. « Tu devrais voir quelqu'un », suggère doucement sa mère en lui apportant un plateau repas.
Quelqu'un ? Un médecin. Pour parler. Camille hausse les épaules. À quoi bon ? Les mots ne changeront rien à sa situation. Elle a tout perdu. Travail, amis, dignité, avenir. Et tout ça à cause de sa propre sœur. François, lui, s'enferme dans le silence. Il ne comprend pas cette guerre fratricide. Refuse d'y croire. Ces deux filles, qui se déchirent, impossible. Il y a forcément un malentendu. Ce matin de novembre, Micheline trouve la porte de la salle de bain fermée depuis trop longtemps. Elle frappe, appelle, s'inquiète. Puis elle force la serrure avec un tournevis. Camille flotte dans la baignoire, inconsciente, un tube de somnifère vide sur le carrelage. L'ambulance, l'hôpital, l'estomac lavé, la vie sauvée de justesse. Dans la salle d'attente des urgences, François téléphone à Lyon d'une main tremblante. « Jade, c'est papa ? Il faut que tu saches. » Camille a essayé de. Sa voix se brise. À l'autre bout du fil, Jade encaisse le choc en silence. 3 heures plus tard, elle pousse les portes de l'hôpital Purpan. Ses parents l'accueillent avec des visages ravagés par l'angoisse et l'incompréhension. « Qu'est-ce qui s'est passé entre vous ?» demande François. « Qu'est-ce qui a pu pousser ta sœur à… » Jade ne répond pas. Elle observe de loin la chambre où repose Camille, reliée aux machines, fragile comme un oiseau blessé. Pour la première fois depuis des mois, elle ressent autre chose que de la colère. Une infirmière sort de la chambre. Jade l'intercepte discrètement. Comment va-t-elle ? Physiquement, elle s'en remettra. Mais psychologiquement, l'infirmière secoue la tête. Elle n'arrête pas de répéter qu'elle a tout gâché, qu'elle ne mérite pas de vivre. Elle parle de sa sœur, dit qu'elle a été méchante avec elle. Jade sent quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Cette confession spontanée de Camille, ce regret sincère qu'elle exprime dans son délire, la déstabilise complètement. Elle rentre à Lyon sans voir sa sœur, troublée pour la première fois depuis le début de sa vengeance. Dans sa voiture qui file sur l'autoroute, elle repense à la petite Camille, qui venait se glisser dans son lit quand elle avait peur des orages, à ses dessins maladroits qu'elle lui offrait pour ses anniversaires, à ses rires de cristal qui emplissaient la maison. Qu'a-t-elle fait ? Sa vengeance était juste, elle le croit encore. Mais en détruisant Camille, elle a brisé bien plus que sa sœur. Elle a anéanti leurs parents, pulvérisé la famille, transformé l'amour en haine. Dans son appartement haussmannien, entourée de ses trophées et de sa réussite, Jade se sent vide. Sa victoire a le goût amer des cendres. Elle a gagné la guerre, mais perdu son âme. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Jade pleure. Pas de rage ou de frustration, mais de chagrin pur. Elle pleure la famille qu'ils étaient, l'innocence perdue, l'amour gâché. Elle pleure surtout cette femme qu'elle est devenue. Froide, calculatrice, impitoyable. Un monstre façonné par la douleur et la soif de justice. À l'aube, une décision s'impose à elle. Il faut que ça s'arrête. 1 an et demi plus tard. Le café de la place du Capitole résonne des conversations toulousaines et du tintement des cuillères contre la porcelaine. Jade fixe sa tasse de café noir, les mains tremblantes malgré elle. Camille arrive avec 15 minutes de retard, plus mince qu'avant, les cheveux courts, le visage apaisé malgré les cernes. Elle s'assoit sans un mot, commande un thé au miel. « Merci d'être venue », murmure Jade. « J'ai failli ne pas venir. » Le silence s'étire entre elles. 2 ans de guerre, 20 ans de malentendus, une vie de rivalité. Par où commencer ? « Je sais que c'est toi qui as payé pour mes soins », dit finalement Camille. « Maman me l'a avoué hier. L'avocat, les consultations avec le docteur Moreau, la clinique privée, tout. » Jade acquiesce sans lever les yeux. « Pourquoi ?» insiste Camille. « Après tout ce que tu m'as fait subir, pourquoi m'aider ? Parce que je ne voulais pas ta mort, juste. Ta leçon. » Un rire amer échappe à Camille. « Ma leçon ? Tu as détruit ma vie, Jade, ma carrière, mes amis, ma confiance en moi. Tu appelles ça une leçon ? » Jade relève enfin la tête. Ses yeux brillent de larmes contenues. « Et toi ? Tu as détruit mes rêves quand j'avais 18 ans. Ma lettre d'Henri IV, tu te souviens ? » Camille blêmit. Le secret qu'elle garde depuis 20 ans. Celui qu'elle n'a avoué qu'au docteur Moreau dans le secret de son cabinet. Tu sais, j'ai trouvé les morceaux dans ton carnet. Il y a 10 ans. Le silence retombe.
Lourde révélation. Camille baisse la tête, honteuse. J'avais 15 ans, murmure-t-elle. J'étais jalouse, stupide. Je ne mesurais pas les conséquences. Et moi, j'en avais 35 quand je t'ai détruite. Je mesurais parfaitement. Elles se regardent enfin, deux femmes brisées par leur propre choix. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demande Camille. Jade sort une enveloppe de son sac. À l'intérieur, une lettre de recommandation et une proposition d'embauche. J'ai une amie qui dirige une association caritative à Bordeaux. Aide aux femmes en difficulté. Le salaire n'est pas énorme, mais c'est un nouveau départ. Camille parcourt les documents, incrédule. Pourquoi Bordeaux ? Assez loin de Paris pour que mon ombre ne te suive pas. Assez proche de Toulouse pour que tu puisses voir papa et maman. Et toi, tu me pardonnes ? Jade réfléchit longuement avant de répondre. Je ne sais pas encore. Peut-être un jour. Mais je peux essayer d'oublier. Camille hoche la tête. Elle comprend. Le pardon ne se décrète pas. Il se mérite. Cette association, tu crois que j'en suis capable ? Tu as appris à mentir par instinct de survie. Maintenant, tu peux apprendre à aider les autres par instinct de rédemption. Elles finissent leur boisson en silence. Deux sœurs qui se redécouvrent après s'être perdues. En se levant pour partir, Camille hésite. Jade, tu crois qu'on pourra un jour se parler normalement ? On verra. Un pas après l'autre. Elles s'embrassent maladroitement sur les joues, comme des étrangères polies. 2 ans plus tard, Camille dirige effectivement le service communication de l'association bordelaise. Sur son bureau, une photo de famille prise lors du dernier Noël. Leurs parents souriants, Jade élégante mais moins froide, elle-même apaisée. Elles ne sont pas redevenues proches. Peut-être ne le seront-elles jamais. Mais elles ont appris à se respecter. Camille a posté récemment. Parfois, nos plus grandes leçons viennent de nos erreurs. J'apprends encore. Jade a mis un j'aime discret. C'est déjà beaucoup. C'est peut-être suffisant. Dans sa maison toulousaine, Micheline contemple cette photo avec émotion. Ses filles ne s'aiment plus comme avant, mais elles ne se haïssent plus. Et parfois, cela suffit pour guérir les blessures du passé. La famille Martineau a survécu. Différente, cicatrisée, mais vivante. C'est la plus belle des victoires. 5 ans plus tard, le soleil de juin inonde la terrasse du restaurant toulousain. Jade ajuste sa robe bleu marine, vérifie l'heure sur sa montre. 15 heures. Camille ne devrait plus tarder. 5 ans ont passé depuis leur réconciliation fragile au café de la place du Capitole. 5 années à apprivoiser une relation nouvelle, faite de respect mutuel et de prudente affection. Jade. Elle se retourne. Camille s'approche, un sourire sincère aux lèvres. Ses cheveux ont repoussé. Elle a pris quelques kilos qui lui vont bien. Surtout, ses yeux ont retrouvé cette lumière que Jade avait cru définitivement éteinte. « Tu es radieuse », dit Jade en l'embrassant. « Le bonheur, ça conserve », plaisante Camille en s'asseyant. « Et toi ? Cette promotion dont tu me parlais ?» Jade sourit. Elle vient d'être nommée directrice régionale d'un grand groupe de communication. Non pas grâce à ses manipulations d'autrefois, mais par mérite pur. C'est fait. Et toi, ton association ? On vient d'ouvrir une 2e antenne à Périgueux. 40 femmes accompagnées cette année. Elles commandent, parlent de tout et de rien. Leurs parents qui vieillissent bien. François qui jardine. Micheline qui tricote pour ses futurs petits-enfants, avec un optimisme attendrissant. « Au fait, » dit Camille en sortant son téléphone, « j'ai quelque chose à te montrer. » Sur l'écran, la photo d'un homme brun aux yeux doux, tenant un bouquet de pivoine. Il s'appelle Antoine, instituteur. On se marie en septembre. Jade sent son cœur se serrer. Pas de jalousie, mais d'émotion pure. Sa petite sœur a trouvé quelqu'un qui l'aime sans arrière-pensée. Il sait. Pour nous, pour ce qui s'est passé, tout. Je ne veux plus jamais mentir, même par omission. Camille hésite, puis ajoute « J'aimerais que tu sois témoin. » Le silence s'étire. Jade sent les larmes monter. « Tu en es sûre ? » ?»« Certaine. Tu m'as détruite, puis sauvée. Tu fais partie de mon histoire. » Jade hoche la tête, émue. Elles ne seront jamais les meilleures amies du monde, mais elles peuvent être des sœurs apaisées. « J'ai quelque chose pour toi aussi, » dit Jade en sortant une enveloppe de son sac. À l'intérieur, une photo jaunie et les fragments d'une lettre soigneusement recollée.
la fameuse lettre d'Henri IV, reconstituée pièce par pièce. « Mais 20 ans, murmure Jade. Je la garde depuis 10 ans. Aujourd'hui, je veux l'enterrer. » Camille contemple ces morceaux de papier qui ont changé leur vie. « Je suis désolée, dit-elle simplement. Si je pouvais revenir en arrière, on ne peut pas, mais on peut construire différemment. » Jade déchire la lettre reconstituée sous les yeux de Camille. Les morceaux s'envolent dans la brise toulousaine comme des confettis de pardon. « C'est fini, dit-elle, pour de bon. » Le repas se termine dans une atmosphère apaisée. Elles se quittent avec la promesse de se revoir bientôt, pour organiser ce mariage qui marquera peut-être une nouvelle étape. En rentrant à Lyon, Jade repense à ses 5 années. Elle a appris que la vengeance parfaite n'existe pas, qu'on ne répare pas une blessure en infligeant une autre. Elle a aussi découvert qu'il existe quelque chose de plus fort que la colère, le choix de tourner la page. Dans sa voiture qui file sur l'autoroute, elle sourit en pensant à septembre. Elle sera témoin du bonheur de sa sœur, et cette idée ne lui fait plus mal. Son téléphone vibre. Un message de Camille. « Merci pour ce déjeuner. Antoine a hâte de te rencontrer. PS. J'ai posté une photo de nous deux. Regarde. » Jade s'arrête sur une aire d'autoroute et ouvre l'application. La photo les montre toutes les deux, souriantes devant le restaurant. En légende, avec ma sœur. Parfois, les chemins les plus difficiles mènent aux plus beaux endroits. Les commentaires affluent déjà. Leurs cousins, surpris de les voir ensemble. D'anciens amis de famille, émus de ces retrouvailles. Même Madame Roussel, leur vieille voisine, a mis un cœur. La boucle est bouclée. Là où tout avait commencé par un poste de rejet, aujourd'hui se termine par un message d'espoir. Jade tape sa réponse. « Ma sœur va se marier, je suis fière d'elle. » Puis, elle range son téléphone et reprend la route. Dans son rétroviseur, Toulouse s'éloigne doucement. Devant elle, Lyon l'attend avec ses projets, ses défis, sa vie d'adulte accomplie. Entre les deux villes, sur cette autoroute qui a si souvent été le témoin de leurs retrouvailles, Jade ferme définitivement le chapitre de sa vengeance. Parfois, les plus belles victoires sont celles où personne ne gagne, mais où tout le monde guérit. Et parfois, c'est exactement ce dont une famille a besoin pour renaître.